Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cet événement sur les mécanismes de responsabilisation des organisations de la société civile pour un financement durable de la santé. Donc, en plus de notre panel, nous avons dans cette salle des experts du monde entier. Et j'espère que nous allons pouvoir ici, apprendre ensemble. Je m'appelle Vandana Shah, je suis vice-présidente chargée du renforcement des systèmes de santé pour le Global Health Advocacy Incubator, le GHAI. Nous soutenons des organisations de la société civile dans plus de 40 pays qui défendent des politiques de santé publique visant à réduire la mortalité et la morbidité. Nous pensons ici qu'il s'agit également d'augmenter des budgets et qu'en développant des capacités de plaidoyer au niveau national et au niveau local, cela nous permettra d'atteindre nos objectifs. Tout le travail que nous effectuons est orienté vers les organisations de la société civile locale. Mon portefeuille est à l'incubateur auprès du GHI et couvre le renforcement des systèmes de santé. Et le plaidoyer pour les budgets de santé est une partie cruciale de ce travail. Mon expérience ici de plaidoyer budgétaire provient évidemment de notre travail, de notre expérience dans les maladies transmissibles et non transmissibles, notamment la vaccination, la prévention, ici, la préparation aux épidémies et pandémies. De même, il s'agit aussi de comprendre le besoin et justement ce matin, ici, nous pourrons revenir sur notre travail. Et d'ailleurs, il y a des fascicules ici dans cette salle qui résument ici toutes ces informations. Mais ce matin, nous allons revenir sur un sujet qui occupe une place de plus en plus importante dans notre travail. Comment est-ce que l'on peut dépenser nos budgets de manière responsable? Parce que je travaille sur le terrain depuis plus de 20 ans. Accroître les budgets, c'est important, mais cela n'est qu'une partie du travail. Ce qui est important, c'est lorsque justement vous voulez vous assurer que ici, chaque dollar est dépensé ici comme il se doit. Au Bangladesh, justement, je me souviens, c'était mon premier projet il y a des années maintenant, et après une campagne de 2 ans avec nos partenaires de la société civile, à travers l'ensemble du pays, nous avons réussi à appliquer une taxe ici sur les produits du tabac. Et nous avons réussi ici à avoir justement que cette taxe d'1 dollar de prélevé qui nous a permis de pouvoir, encore une fois, financer différents projets. Aujourd'hui, nous aurons à la fois des témoignages de gouvernements, d'organisations de la société civile, et nous allons revenir évidemment sur l'importance des budgets, des financements et également s'assurer que chaque dollar est dépensé comme il se doit et surtout fait une différence sur le terrain. Si vous souhaitez publier des messages sur les médias sociaux à propos de cet événement, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez utiliser les hashtag Global Health Advocacy et le hashtag WHA77. Alors, c'est un webinaire qui est également disponible en français et en espagnol. Donc, n'hésitez pas à sélectionner ici la langue de votre choix. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre présidente, Yolanda Richardson, qui est avec nous aujourd'hui. Yolanda, ici, qui va prendre la parole avant de passer la parole à nos panélistes. Yolanda. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir ici d'être là avec vous. Merci Vandana, merci toute l'équipe d'avoir organisé ici cet échange d'aujourd'hui. Auprès de notre incubateur du GHAI, nous plaidons en faveur des budgets de santé publique parce que ici, ce sont des fonds qui sont absolument importants et il faut effectuer également des suivis de ces budgets afin de pouvoir s'assurer qu'on peut atteindre nos objectifs.
nous effectuons ce travail de plaidoyer parce que c'est grâce à l'argent que l'on peut mettre en place des initiatives. Des budgets appropriés sont le fondement de systèmes de santé durables, équitables et efficaces. Nous sommes donc extrêmement fiers de travailler avec nos partenaires sur le terrain afin de pouvoir ici contribuer à augmenter ces ressources budgétaires. Mais les budgets, cela ne veut pas juste dire des financements. Des priorités, ça peut influencer qui a accès à certaines ressources, les priorités. Mais aujourd'hui, justement, nous allons voir comment utiliser ici ce plaidoyer budgétaire en matière de santé pour promouvoir la responsabilisation afin que lorsque les budgets soient disponibles et qu'on puisse les utiliser de façon la plus appropriée possible pour atteindre les résultats que nous souhaitons obtenir. Nous voulons ici que ce processus soit transparent et que c'est notamment que budget soit disponible en temps voulu. De même, il s'agit d'une composante essentielle de l'équité en matière de santé. Donc le plaidoyer et la facilitation de la société civile et ce plaidoyer avec les sociétés civiles devrait nous aider à avoir et à répondre ici à 3 objectifs vraiment importants parce qu'il s'agit de s'assurer qu'une fois que les fonds sont alloués, qu'il y ait bien un suivi de ces fonds afin qu'ils soient utilisés là où on en a le plus besoin. Il s'agit donc de ce suivi de processus du début à la fin et nous pouvons également aider nos partenaires et les gouvernements à s'assurer qu'une fois que ces fonds sont alloués, qu'ils sont donc débloqués et dépensés et que ici ces fonds soient ensuite disponibles et surtout, faut qu'ils soient disponibles de manière pérenne sur le long terme. Donc moi aussi, j'ai hâte d'entendre les expériences et les leçons des pays où la société civile s'est associée au gouvernement et à d'autres secteurs pour créer des mécanismes garantissant ici que ces priorités deviennent une réelle réalité. Parce que nous sommes des partenaires des gouvernements et des organisations de la société civile. Et parce que nous avons ici ces partenariats, que nous avons la chance d'être rejoints ici par le ministre de la Santé de la République du Ghana. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je vous souhaite, je voudrais remercier ici, eh bien, le Ghana, donc le Ghana, pays qui est au centre du monde. Et au nom de son Excellence, le président Kouphado, je voudrais également ici commencer par dire que je suis moi-même, eh bien, euh, président d'une organisation de la société civile. Est-ce une alliance de santé publique internationale afin de pouvoir promouvoir les plaidoyers. Donc finalement, je fais partie ici de tous ceux qui nous écoutent et qui font partie de ces organisations de la société civile. Mesdames et messieurs, j'ai accepté cette invitation parce que c'est un événement important. Il s'agit de répondre à ces questions qui sont importantes. Le service de la santé au Ghana ont vu réellement une vraie évolution de développement ici, des infrastructures, vers le développement des services et vers l'excellence. Nous avons pu développer notre plateforme de vaccination, de routine, afin de pouvoir promouvoir la protection des enfants et en finançant également nos obligations vis-à-vis de Gavi. Mais cela veut dire un réel engagement du gouvernement parce que malgré cette augmentation des budgets en matière de santé, il y a aussi de plus en plus de demandes. Et nous devons par conséquent ici apprendre à être efficaces. Il s'agit aussi de pouvoir accepter l'implication des organisations de société civile, du service privé au sein du secteur de la santé pour soutenir les gouvernements, répondre aux besoins, notamment en matière de financement de la santé, surtout ici, eh bien, en matière de vaccins, puisque la vaccination est considérée comme une des interventions de santé la plus efficace et la plus rentable. Après avoir vu
Ici, quels sont les frais associés à des crises sanitaires comme la pandémie? Il est absolument essentiel de pouvoir renforcer les besoins, renforcer la transparence, le suivi, la confiance du public et la prestation de services grâce à la mobilisation des ressources. C'est ce qui nous permet justement que de maintenir le cap en tant que gouvernement et s'assurer que nous proposons des services de qualité à la population. Au Ghana, grâce aux organisations de la société civile et à ce réseau, et grâce à leur travail en matière de plaidoyer de santé, nous avons pu mettre en place différentes initiatives. Les organisations de la société civile font partie de ce secteur de la santé qui sont absolument cruciales s'agissant de ce suivi, pas seulement d'ailleurs dans les situations d'urgence, mais il s'agit de ce travail au continu grâce à cet investissement dans le secteur de la santé, notamment s'agissant du financement des vaccins. Mais bien évidemment, je parle ici du secteur de la santé, mais comme nous le savons tous, les organisations de la société civile travaillent également sur différents autres volets. Ces organisations au Ghana ont su répondre à la pandémie, comme bien évidemment la pandémie de la Covid-19, de différentes façons, grâce à la prestation de services, l'éducation en ligne, la mobilisation des fonds. Différentes organisations de la société civile ont formé des coalitions afin de faciliter et amplifier leur travail de plaidoyer, de mieux mobiliser les ressources et de proposer de meilleurs services. Le gouvernement du Ghana a cherché à faire des efforts afin d'améliorer ici les financements des vaccins. Les organisations de la société civile ont continué à s'engager avec les gouvernements afin de promouvoir ces financements et permettre ainsi de pouvoir répondre à ces obligations de cofinancement des gouvernements dans le contexte ici d'un soutien qui est nécessaire à Gavi. Ces engagements nous ont permis d'obtenir des résultats positifs, comme par exemple ici une meilleure chaîne d'approvisionnement en matière de vaccination. L'implication active des organisations de la société civile nous ont aussi permis d'améliorer et d'éviter ici les ruptures de stock de certains produits. Et cela montre à quel point que les organisations de la société civile jouent un rôle crucial. Récemment, le gouvernement du Ghana a également réuni toutes les parties prenantes autour d'une feuille de service autour d'une feuille de route en matière de services, de santé. Cette participation active à ce processus est absolument essentielle pour développer des priorités, des initiatives et bien pouvoir gérer ces, périodes et ces financements, afin que ces financements soient donc, disponibles afin de pouvoir, effectuer l'achat des traitements et des vaccins nécessaires. Les OSC au Ghana se sont engagés sans relâche dans la lutte contre la marginalisation en matière de santé. Ces organisations ont aussi travaillé avec les parlementaires et les différents comités parlementaires. Et je peux vous dire ici évidemment que moi-même, ici, malheureusement, j'ai fait partie pendant très longtemps de ces groupes, mais maintenant, comme vous comprenez, je suis devenue une organisation de la société civile et maintenant, me revoilà ici, finalement, au sein du ministère. Donc, vous voyez, finalement, je suis un peu des 2 côtés. Il s'agit également de parler de l'importance du financement, de ces fonds de financement, et également de ces fonds d'urgence. Cela fait partie de ce travail très important. Ces processus ici sont essentiels parce qu'une fois établis, ils peuvent promouvoir la participation ici et surtout la durabilité, l'approvisionnement sur le long terme de ces vaccins. Les OSC participent également
aux discussions, lors de tables rondes, lors de, notes conceptuelles et promouvoir les besoins et surtout s'engager avec les leaders de la communauté, les journalistes, les parlementaires, les médias, afin de promouvoir encore une fois ces thèmes qui sont absolument essentiels pour la santé de la population. Au Ghana, ces organisations sont au centre des efforts nationaux, régionaux et locaux dans la lutte contre les maladies transmissibles. Ils jouent un rôle afin de pouvoir surveiller les actions du gouvernement, s'assurer ici que les objectifs sont bien remplis. Donc il s'agit vraiment de comprendre que ces organisations sont très clairement un partenaire pour le gouvernement. Dans le cadre de notre travail, le gouvernement cherche à proposer des services de qualité et ces organisations de la société civile nous permettent de contrôler cette qualité sur le terrain. Pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble des organisations de la société civile pour ce travail de plaidoyer. Je les encourage à continuer parce que c'est grâce à elles ici que la santé et la sécurité ici de toute la population est peut-être améliorée. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et cela me fait extrêmement plaisir parce que vous êtes et vous avez été également membre d'une organisation de la société civile, mais aussi en tant que, ici, défenseur des droits. Eh bien, lorsque l'on rencontre ici, eh bien, les parlements, donc c'est parfait ici, eh bien, on pourra aller vous voir lorsqu'on a besoin d'augmentation budgétaire. Et maintenant, je voudrais ici passer la parole ici, qui est au pays finalement voisin du Ghana, le Nigeria, parce que nous avons l'honneur d'avoir le conseiller spécial en matière de santé du président du Nigeria, le docteur Salma Ibrahimanas. Et je vais donc l'inviter ici à bien vouloir monter sur cette scène. Je vous remercie. Cher monsieur le ministre de la Santé, eh bien, ici en tant que frère et sœur, enfin vous êtes beaucoup plus jeune que moi, je suis ravie ici de vous voir présent. Nous sommes ravis, bien évidemment, de voir que la société civile, eh bien, qui est prise au sérieux. Je sais que vous allez comprendre ce que je vais expliquer. Il faut un travail d'équipe, en effet, et c'est le cas également au Nigeria. Bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là avec vous, et je vous passe le bonjour au nom du président du Nigeria, puisqu'en tant que nouveau président, le président Tinubu, aujourd'hui nous sommes le 29, n'est-ce pas? Eh bien, ça fait un an. Voilà, que le, président ici, qui a lancé cette nouvelle feuille de route en matière de santé. Et il s'agit évidemment de cet engagement du président et nous reconnaissons évidemment qu'ici, beaucoup a été fait, nous aussi, s'agissant de la prestation de service, mais aussi il ne faut pas oublier que l'objectif est d'atteindre la couverture de santé universelle pour tous. Et c'est ce que nous essayons de faire et d'atteindre, c'est notre objectif, sans que cela ait un coût. Et ici, pour ceux qui n'en ont pas les besoins, il y a un coût abordable pour ceux qui ont les moyens. Donc je suis ravie ici de vous voir aussi nombreux. Je vois Benjamin est là. Je suis ravie de vous retrouver ici parce que vous faites partie de notre succès au Nigeria. Dans le cadre de ces échanges d'aujourd'hui, le rôle de la société civile, comme le ministre de la Santé au Ghana, moi aussi, j'ai travaillé ici auprès des organisations de la société civile et je suis sûre qu'Emmanuel pourrait vous le dire également. Eh bien, ça fait toute la différence. Parce que finalement, quand vous voyez les choses différemment et vous faites les choses différemment. Je suis donc absolument ravie d'avoir été membre de la société civile parce que je comprends l'importance de ce partenariat entre le gouvernement et les organisations de la société civile. Cela reste vrai au quotidien,
même lorsqu'il s'agit d'établir et de mettre à jour le travail, eh bien, nous avons pu développer notre centre de contrôle des maladies, notre CDC national, en 2018 et nous avons réussi ici à créer ce centre de contrôle des maladies grâce au travail, grâce au plaidoyer de la société civile. Nous avons réussi également à pérenniser son budget et même à augmenter le budget de cet centre de contrôle des maladies. Et je dois remercier les organisations de la société civile parce qu'elles nous ont extrêmement appuyés. Et c'est grâce à cette pression, grâce à ce travail de plaidoyer que nous avons pu mettre cela en place. Je voudrais également remercier le gouvernement qui s'est aussi engagé vis-à-vis de la qualité des services de santé au Nigeria. Le gouvernement s'est engagé à pouvoir mettre en place ces processus et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle au Nigeria. Nous restons bien évidemment engagés et nous travaillons aussi avec les organisations de la société la société ici locale. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que nous devons être présents avec notre engagement. Il s'agit également de revenir sur ce qui est nécessaire. Il s'agit de parler aussi de la gouvernance, de la responsabilisation, parce qu'il nous reste encore tout un travail à faire, notamment s'agissant des systèmes et savoir comment est-ce que nous allons proposer tout cela à la population. Et nous savons que les organisations de la société civile peuvent nous aider afin de s'assurer que le Nigeria a un système transparent et responsable. Parce que grâce au suivi de ces financements, c'est ainsi que nous pouvons vérifier cela et nous engager. Et en tant que partenaire de la société civile, parce que nous reconnaissons ces règles en manière de gouvernance, en identifiant les défis clés qui peuvent affecter les progrès, nous reconnaissons également le rôle joué dans le suivi des améliorations par rapport à nos engagements. Donc, il s'agit du suivi, de la mise en œuvre des programmes. Mais j'aimerais également réitérer ici le besoin de rester vigilant sur les questions de gouvernance, des processus de gouvernance, notamment s'agissant de la gouvernance financière, d'approvisionnement, parce que parfois on voit qu'il y a des écarts, des lacunes, et parce que l'on vient tous évidemment de contextes différents, de pays différents, certaines organisations de la société civile peuvent aussi avoir des approches très différentes. Donc, si vous travaillez dans un pays, c'est important, en fait, finalement, de reconnaître la façon dont le gouvernement opère. Par exemple, par rapport au budget, il s'agit d'obtenir donc le succès, le suivi, un engagement du cofinancement de différents projets, y compris des projets e-sync, Gavi de vaccination, de planning familial. Ce sont des efforts de la société civile qui met la pression sur le gouvernement pour améliorer ce rôle. Mais lorsqu'il s'agit des processus, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut comprendre les préparations donc nécessaires, voir comment est-ce que l'on peut promouvoir les budgets et quels sont les processus qui sont nécessaires pour libérer, débloquer ces fonds et s'assurer ici que ces fonds sont bien alloués, sont bien dépensés, qu'ils sont bien utilisés en fonction des objectifs. Un des éléments absolument, ici clés, c'est justement ce que l'on peut constater. Vous savez, au Nigeria, nous devons, par exemple, souvent lutter contre ici ces fonds qui sont réorientés vers d'autres
secteur et ça, c'est un gros problème au Nigeria et c'est pour cela que nous avons besoin de nos partenaires, de la société civile pour nous aider, pour maintenir ici le cap et surtout comprendre les erreurs qui peuvent être commises et affecter le succès de nos initiatives. À nouveau, je répète, la société civile devrait continuer ici son travail de plaidoyer, pas seulement au niveau national, mais nous voyons également où sont nos défis principaux. Regardez les défis. Et sur ces questions de gouvernance, je voudrais également revenir sur une qualité de service grâce à une approche intégrée. C'est important aussi d'intégrer qu'il y a la santé primaire et la santé secondaire. Et puis, voir comment est-ce que l'on peut mettre cela en place. Le Nigeria, au jour d'aujourd'hui, se concentre sur le contenu local, comment produire nos vaccins, sur finalement les leçons que l'on a pu tirer de la pandémie, de la COVID-19. Nous voulons donc créer un environnement favorable pour que des entreprises viennent s'installer, pour le transfert des compétences et pour venir produire, fabriquer les vaccins au Nigeria. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, on voit une évolution positive et travailler également sur la fabrication des ingrédients et des principes actifs de ces traitements, de ces vaccins. À l'heure actuelle, 100 de ces principes actifs sont importés. Et nous venons de créer un hub en Nigeria et en Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous voulons ici justement attirer tout ce travail. Nous regardons également évidemment les ressources humaines, qui reste une vraie question au Nigeria. Comment accroître les quantités et la qualité des ressources humaines? Et en parallèle, nous sommes tous bien évidemment ici, face à ce contexte, eh bien, c'est une situation gagnant-gagnant, mais comment s'assurer que nous pouvons proposer des services de qualité? Donc, ce sont certains des thèmes qui sont importants avec nos partenaires. Et quand on parle de partenaires, évidemment, nous parlons aussi des organisations de la société civile. Il y a aussi d'autres priorités qui sont importantes, mais les urgences sanitaires sont importantes. Et cela fait partie des effets justement de la Covid. Et au Nigeria, nous savons qu'il y a des épidémies de maladies tous les ans, comme le choléra. Eh bien, ici, il y a encore différentes fièvres épidémiques également. Eh bien, tout cela était essentiel. Donc, il faut renforcer notre système de coordination et travailler avec la nouvellement créée CDC, donc Centre de contrôle des maladies. Et au niveau local, il faut pouvoir aussi se concentrer sur la prévention des maladies, la promotion de la santé et des services, et comment est-ce que l'on peut jouer ce rôle. Il faut également renforcer les compétences au niveau local pour détecter, parce que la détection précoce est essentielle dans le cadre de la surveillance et pouvoir prévenir ces maladies. Nous invitons donc les partenaires de la société civile à travailler ensemble pour renforcer les capacités. Alors, je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Je pense que vous m'aviez donné 5 minutes et je me suis laissée emporter. Mais bien évidemment, lors de notre panel, je serai prête à répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Salma, pour ces remarques. J'ai eu le plaisir de rencontrer ici le docteur Salma l'année dernière, lorsque vous aviez juste été nommé ici à ce poste. Donc, très clairement, eh bien, c'est important. Eh bien, voilà, je dois reconnaître que lorsque j'ai demandé cette invitation au docteur Salma, eh bien, eh bien, docteur Salma a confirmé sa participation ici très rapidement. Et ça veut dire
et cela illustre son engagement vis-à-vis de la société civile. Merci beaucoup, madame, pour votre leadership et c'est un honneur parce que nous avons la chance d'avoir ici ces invités du gouvernementaux. Et lorsque l'on parle des financements en matière de santé, il faut parler évidemment de la mobilisation des ressources nationales, mais il ne faut pas oublier ici qu'au niveau multilatéral, d'autres partenaires sont importants dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous avons donc l'honneur d'accueillir le docteur Benjamin Lovenson, directeur du financement de la vaccination qui est chez Gavi et côté GHAI. Je voudrais remercier Benjamin parce que nous avons commencé un partenariat il y a 16 mois avec Gavi en matière de mobilisation des ressources nationales pour le financement de la vaccination dans 10 pays. Et ça a été vraiment un parcours extrêmement intéressant. Je vous remercie. Je vous passe la parole, Benjamin. Bonjour, chers collègues. Et comme mes collègues ici, tout protocole observé ici, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je travaille ici pour Gavi et je voudrais revenir ici sur notre politique Gavi 6.0. Il s'agit d'une augmentation de cofinancement de 50%, c'est-à-dire que les contributions des pays vont devoir augmenter. Cela peut sembler une augmentation importante, 50%, mais cela reflète également l'introduction notamment de vaccins contre le papillomavirus et également contre le paludisme. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut protéger évidemment la population, mais le coût est élevé, indubitablement. Et c'est un des défis qu'il faut relever en matière de santé publique et en matière de plaidoyer. Je pense que très souvent, lorsqu'on a des discussions sur le financement de la santé, on oublie la voix des pauvres. Et c'est assez ironique, parce que l'autre voix qu'on n'entend pas aussi, c'est la voix du ministère de la Santé. Et je voudrais ici revenir sur ces deux perspectives. Lorsque vous faites des enquêtes au sein de la communauté pour comprendre finalement ce que souhaitent les populations les plus pauvres, eh bien en général, vous avez toujours les mêmes réponses. 3 choses: des opportunités économiques, l'éducation pour leurs enfants et des services de santé de qualité. C'est toujours la même chose. Vous pouvez aller partout dans le monde, vous aurez ici les mêmes réponses. Donc la question est la suivante: si c'est le cas, eh bien pourquoi est-ce que les budgets gouvernementaux ici ne permettent pas de réaliser la déclaration d'Abuja ici a été un engagement vis-à-vis du financement de la santé? Eh bien, nombreux sont les pays qui ont signé ici cet engagement, mais seulement 2 pays les respectent. Donc c'est vraiment très difficile de voir comment est-ce que ces priorités des populations les plus pauvres se reflètent dans les budgets gouvernementaux. Et il va falloir corriger cela et je pense que la société civile peut jouer un rôle très important en la matière. La deuxième partie concerne la voix du ministère de la Santé. Alors pour vous, on se dit peut-être qu'en effet, c'est important, c'est un ministère important, un poste important au sein d'un gouvernement. Eh bien, vous savez, finalement, ça reste une voix extrêmement faible au sein d'un gouvernement. J'ai un collègue chez Gavi à qui on a remis ici une plaque par un ministère de la Santé et je lui dis: «Mais félicitations, eh bien, c'est très bien et pourquoi est-ce que tu as reçu cette recommandation?» Eh bien, écoutez, eh bien, j'ai ici présenté mes collègues des ministères de la Santé au ministère des Finances et j'avais presque envie de pleurer parce que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas cette communication. De même, l'année dernière, eh bien, certains ont oublié tout simplement leurs obligations de cofinancement dans leurs demandes budgétaires et ils se sont adressés au secrétaire des Finances et le secrétaire des Finances
ici a répondu. Il avait quoi? 35 ans, 36 ans? Et il était absolument livide. Et vous ici, il était furieux et il a expliqué, eh bien, tout d'abord, comment est-ce que, vous voulez être pris au sérieux lorsque vous n'avez pas ces indications et ensuite, vous avez ici 6 millions de dollars ici, pour qui pourraient être libérés et débloqués pour le financement. Mais vous ne voyez pas que vos demandes. Donc, cela fait extrêmement peur. Donc ici, lorsqu'il s'agit du ministère de la Santé, je pense qu'ils ont besoin d'amis, de soutien, parce que leur influence reste limitée. Et donc il faut absolument qu'ils, aient un soutien même, vis-à-vis du FMI, parce que pour eux, c'est devenu important que ces financements et c'est devenu important pour les ministères de la Santé, de pouvoir accueillir ici toutes les personnes qui veulent être impliquées dans la société civile. Et de même ici, il s'agit de partager aussi mon expérience avec vous. Vous savez, la première chose que j'ai remarquée, c'est lorsque justement vous vous engagez avec les sociétés de la société civile, eh bien, en général, eh bien, ce sont des mini-contrats de 20 000 $ pendant 1 an. Et je pense que ce n'est pas du tout un effort sérieux en matière de plaidoyer. Ce n'est pas ici les fonds qui sont nécessaires pour mener des campagnes sérieuses. Vous n'avez pas nécessairement besoin ici de sommes colossales, mais vous avez besoin de plus de 20 000 ici dollars. Et aussi, vous devez vous assurer que cela reste sur le long terme. Donc, c'est un peu une combinaison ici, savoir ce qui doit être fait et pouvoir faire la différence. Et donc, si ceci est en place, je pense que vous verrez justement des augmentations très importantes en matière de mobilisation des ressources. J'ai vécu 5 ans ici au Nigeria et le gouvernement du Nigeria dépense à peu près 3 milliards en matière de santé par an. C'est une somme importante et si on a une augmentation de 2 de cette somme, 2, eh bien, cela représente 60 millions de dollars. Donc si l'on peut arriver à faire cette différence en matière d'allocation ici budgétaire, eh bien, cela aura des répercussions très importantes et cela pourra inclure ici le fait que les enfants puissent être vaccinés contre le paludisme, surtout les enfants, et que donc les adolescents soient vaccinés également contre le papillomavirus. Il faut donc pouvoir impliquer absolument les organisations de la société civile dans ce travail. Je vous remercie. Merci Benjamin. Et maintenant que nous allons passer la parole finalement aux membres de la société civile. Mais je vois qu'on est tous finalement eh bien, qu'il y a des membres de la société civile. Et je vais passer la parole à Cécilia Senouf, qui est la directrice ici de Hope for Future au Ghana, une organisation de la société civile qui travaille depuis maintenant 20 ans sur différentes questions. Elle est également responsable d'une campagne de plaidoyer sur la vaccination de la vaccination qu'elle va partager avec vous ici sur ses efforts de plaidoyer, de responsabilisation. C'est à vous, Cécilia. Bonjour à tous, chers collègues, et tout protocole observé. Je vous remercie et je suis ici ravie de m'exprimer au nom de la société civile sur ce thème de plaidoyer et mécanisme de responsabilisation en matière de financement. Nous sommes ravis de faire partie de cet événement aujourd'hui. Nous sommes membres de la société civile, bien sûr, et nous souhaitons les représenter. Je voudrais commencer par dire
Qu'il y a un succès que je voudrais partager. Je pense que c'est le succès de la confiance. La confiance avec, ici, nos gouvernements. Il faut également cartographier et identifier les bonnes personnes pour travailler avec vous. Ensuite, il faut investir dans le cadre des capacités de la société civile pour pouvoir ici réaliser les activités à réaliser. Et chaque organisation de la société civile est extrêmement passionnée par son travail. Lorsqu'on a commencé nos projets au Ghana, eh bien, ça n'a pas été facile. Mais grâce vraiment qu'un un soutien du GHAI, nous avons transformé tout cela en succès. Nous avons donc commencé cet, échange avec, l'UNICEF, l'OMS ici et cela a été extrêmement intéressant. C'est ce qui nous a aidés et grâce à ce travail, eh bien, c'est ainsi que nous avons pu mettre tout cela en place. Vous savez, les parlementaires sont absolument essentiels lorsqu'on parle de ce travail de plaidoyer, notamment en matière financière. Alors, pour comment est-ce que nous avons fait les choses différemment au Ghana? Tout d'abord, nous avons beaucoup travaillé avec les parlementaires et au jour d'aujourd'hui donc, nous avons, toujours beaucoup d'informations, nous avons réussi à voir comment est-ce que le Ghana a investi ses propres ressources en matière d'immunisation et nous avons pu convaincre donc les parlementaires en expliquant, voilà, ce sont donc, les enfants ici qui ont besoin d'aide. Nous avons tous des enfants et si on n'investisse pas ici dans le futur de ces enfants eh bien, nous savons tout ce qui se passera. Et vraiment que l'engagement a été immédiat et grâce à cela, justement, les parlementaires sont restés très impliqués à différents niveaux du plaidoyer. Il y a eu d'abord, beaucoup d'informations, partager des contenus et nous avons maintenant qu'il y a des champions, des ambassadeurs ici auprès du ministère de la santé et un jour quelqu'un m'a dit: «Écoute Cécilia, merci beaucoup, parce que tu nous aides à justement eh bien, faire ce travail de plaidoyer» et c'est ce qui est important ici parce qu'en tant que, société la société civile, on est beaucoup plus libre dans nos messages également et nous continuons avec cette responsabilisation donc sociale. Nous utilisons ce processus pour faciliter les informations et donc ça, c'est évidemment important. En tant que processus de communication, nous pouvons collecter tous ces éléments de preuve afin de montrer ici que c'est un besoin et que nous avons donc identifié différents modèles qui doivent être mis en œuvre et impliquer l'ensemble de la communauté afin que cette importance soit soulignée et respectée. J'aimerais également dire que ici, les maires au Ghana, ce sont donc les maires qui sont, ici, eh bien, responsables de communauté, donc ce sont évidemment des modèles pour les filles, pour les femmes et nous avons donc décidé de les mobiliser. On les appelle les reines-mères au Ghana, parce qu'en effet, elles aussi ont des enfants, des familles et leurs voix sont absolument importantes lorsqu'il s'agit de la santé et c'est ce travail justement de plaidoyer et elles sont toujours, disponibles et elles jouent un rôle absolument essentiel. Vous savez, ces reines-mères, comme on les appelle au Ghana, eh bien, peuvent être utilisées dans, les stratégies parce qu'elles sont là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans au sein d'une communauté. C'est très important parce que cela, vous permet justement d'investir dans de réelles, capacités
pour faire la différence et avoir un maximum d'impact sur nos programmes. Nous avons aussi mobilisé la société civile, mais aussi à différents niveaux. La société civile ici, évidemment le secteur de la santé, le secteur privé, les universitaires. Il faut vraiment avoir une large mobilisation. Cela nous a vraiment beaucoup aidé. Alors, ce qui est important, et il s'agit dans ce cas-là d'investir dans ces capacités de ces organisations de la société civile. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Et nous sommes ravis de pouvoir continuer à échanger. Et voilà ce que je voulais ici présenter quelques exemples de notre succès, de notre travail au Ghana. Je vous remercie. Merci Cécilia. Et maintenant, en fait, on va passer à l'Asie et passer eh bien, la parole à notre collègue Géa Chahi, qui est directrice du bureau au Vietnam, puisqu'elle travaille sur différents thèmes en matière de plaidoyer budgétaire, y compris dans le contrôle ici du tabagisme, ici et des systèmes de gouvernance. Et je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Douane. Merci Vandana et merci de m'avoir invitée. Tout d'abord, je voudrais revenir sur un programme que nous allons lancer au Vietnam. Enfin, nous l'avons commencé il y a 5 ans, notamment avec le programme de prévention des noyades des enfants. C'est un programme qui a commencé en 2018. Alors, la noyade est une des causes ici principales, une des premières causes de mortalité des enfants. Près de 2000 enfants qui décèdent des suites d'un noyade au Vietnam par an. Par conséquent, eh bien, nous savons que c'est absolument essentiel de pouvoir travailler sur cet élément. Et malheureusement, il n'y a pas non plus de financement disponible. Et avec notre équipe, lorsque nous avons commencé cette intervention au Vietnam il y a 5 ans, nous avons réfléchi sur comment promouvoir les meilleures pratiques et les appliquer au Vietnam, dans un contexte spécifique, où il y a beaucoup de différences aussi. Et à l'époque, nous nous sommes concentrés sur l'éducation des enfants, notamment avec une prévention au sein des écoles à partir de l'âge de 6 ans. On n'a pas nécessairement ici ciblé les villes, mais plutôt que ici les zones plus reculées, les villages, les zones de montagne. Et ces dernières années, le taux de noyade a été réduit de près de 30%. Et donc, c'est une réduction significative au-delà de notre cible. Le taux également d'enfants qui ont appris à nager est également plus élevé parce que nous avons travaillé évidemment sur l'apprentissage de la nage et nous avons réussi ici à accroître le soutien du gouvernement au niveau national et local. Et le financement, justement, que ce programme de lutte contre la noyade a justement augmenté et a été multiplié par 5. Donc nous avons vu justement ici des différentes initiatives qui ont été menées dans différentes provinces, comme par exemple construire des bassins sûrs pour les enfants. Bien évidemment, ici, les panélistes ont très bien expliqué ce qui était important, mais j'ai 3 leçons à partager avec le Vietnam. Tout d'abord, chaque programme de santé publique est important. Et surtout, c'est une approche multidimensionnelle. Avant l'intervention,
au Vietnam, on voulait y avoir un programme qui soit pérenne ici, c'est-à-dire pas seulement comment lancer un programme, mais qu'est-ce qui se passe à la fin, de ce programme? Donc penser toujours au long terme en matière de financement, de responsabilisation, et la connexion au sein ici des, OSC peuvent être très différents en fait, hein, dans chaque pays. Cela dépend de l'organisation, comment est-ce que le programme est présenté, et j'en pense que parfois, ici les CSO devraient pouvoir faire preuve de patience, et de même les OSC doivent, pouvoir échanger à tous les niveaux afin de promouvoir et de définir la situation politique, la cartographie, afin de s'assurer que notre programme soit à intégrer dans le cadre d'une planification à long terme. Au Vietnam, ce programme de prévention désormais fait partie d'un programme et d'une stratégie nationale de protection de l'enfance, et cela comprend des systèmes de surveillance, notamment lorsqu'il s'agit de droits des enfants. Il s'agit de parler de ces mesures qui sont importantes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Notre programme est extrêmement solide, est intégré. Deuxièmement, eh bien, il faut avoir des éléments de preuve, des données. Nous travaillons avec différents partenaires afin de pouvoir ici obtenir des chiffres, des données précises. Et grâce à ces données, nous pouvons faire un excellent travail de plaidoyer auprès du gouvernement. Nous avons ici des éléments concrets sur lesquels nous appuyer pour, ici montrer à quel point c'est important et revenir sur ces éléments. Côté secteur privé et notamment revenir sur ces éléments, et vous savez, dans mon pays, les associations, par exemple, de parents, eh bien, souhaitent bien évidemment contribuer, et il s'agit, dans le cadre de ces données, d'être également très transparent par rapport à ces mesures. Enfin, et je pense que là aussi c'est important, ces organisations de la société civile, les gouvernements, doivent travailler ensemble le plus tôt possible dans les étapes de mise en œuvre, être très clairs par rapport à ce qu'ils souhaitent, des valeurs communes, afin de s'assurer que oui, parce que nous sommes là, pourquoi est-ce qu'il faut pouvoir travailler ensemble et quels sont les résultats escomptés. Donc je pense que ces informations, ces mécanismes et comment apprendre les uns des autres, et bien cela reste important à chaque étape de ce processus d'apprentissage. Je vous remercie, et je suis ravie de faire partie de ce panel aujourd'hui. Merci beaucoup, Yuen, d'avoir, partagé ici, ces leçons que vous avez tirées de ce programme de lutte contre la noyade des enfants, et il s'agit réellement d'un partenariat entre la société civile et le gouvernement, donc c'est un excellent exemple. Et enfin, je voudrais inviter le docteur Emmanuel Alassane, qui est, le, directeur délégué de notre équipe, de vaccination, et qui, travaille notamment au Nigeria. C'est également vraiment qu'un intervenant de qualité pour clore ce panel, parce que c'est un des auteurs de notre, ici cadre de responsabilisation budgétaire. Donc il a beaucoup travaillé sur ces éléments et voir comment est-ce que l'on peut garantir que, il y a une responsabilisation budgétaire et que chaque dollar dépensé, eh bien, soit bien utilisé, bien dépensé. Emmanuel, c'est à vous. Merci Vandana, bonjour à tous.
peu importe ici à quel niveau vous êtes, au niveau national, régional ou local, ou quel secteur d'activité, la responsabilité est essentielle. Par exemple, lorsque j'ai travaillé dans le service privé, dans le secteur privé, s'il y avait, par exemple, ici, eh bien, s'il y avait, par exemple, des fonds qui étaient, eh bien, alloués à un projet et que ces fonds étaient utilisés, sur pour un autre projet, eh bien, vous étiez tout simplement viré, licencié. Et au niveau du gouvernement, ayant été donc directeur, de l'agence sanitaire, eh bien, il est dans notre intérêt d'effectuer ces partenariats avec la société civile et le docteur Salma le sait très bien, ici, elle a cette expérience au niveau fédéral au Nigeria, ainsi que notre commissaire ici de la santé dans l'État de Bono. En effet, ici, lorsque vous voulez quelque chose de mis en place, si c'est une requête d'un ministre ici ou d'un président, eh bien là encore, il y a un cadre à mettre en place et surtout lorsqu'il s'agit de la présence gouvernementale, c'est important de pouvoir respecter la société civile pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors ici, nous avons donc travaillé avec le Nigeria afin de pouvoir ici accroître le budget, notamment s'agissant du budget en général et répondre à ces besoins. Et je suis donc ravie d'annoncer qu'il y a eu d'excellents succès d'atteint, notamment ces dernières années, en travaillant avec différents groupes dans le cadre de coalitions, de groupes de la société civile, pour travailler notamment sur les leaders de la communauté, des leaders traditionnels, des leaders religieux, et c'est ainsi que l'on a pu accroître le budget. On a travaillé dans la région de Kano, avec une nouvelle ligne budgétaire, dans le cadre de la préparation ici des épidémies. Et puis de même, dans l'état du Lagos, nous avons aussi pu travailler avec des partenaires de la communauté afin de pouvoir répondre aux urgences sanitaires. Et donc, il y a une nouvelle ligne budgétaire qui est donc désormais financée. Et nous sommes également ravis parce que nous avons pu travailler avec l'ensemble des parties prenantes grâce, encore une fois, au Centre de contrôle des maladies du Nigeria, où nous avons pu, il y a 2 semaines, rencontrer le nouveau directeur général et avancer avec des projets. La raison pour laquelle j'aborde cela, c'est parce que nous devons tous être responsables. Et ça a été d'ailleurs très important avec le directeur général, avec le docteur Reinach, de revenir sur cette responsabilité mutuelle et le besoin que nous avons tous, d'ailleurs pas seulement la société civile, mais les gouvernements également, et tout autre acteur du secteur de la santé, d'être responsable. Pour ce faire, il faut se mettre d'accord sur des mécanismes qui nous permettent de maintenir cette responsabilisation. Lorsque l'on regarde nos besoins en matière budgétaire, également ce qui est débloqué en matière de fonds, et comment est-ce que donc ces sommes sont dépensées. Le GHAI a donc travaillé avec différentes parties prenantes au niveau national. Et d'ailleurs, pour la première fois, en tout cas au Nigeria, nous avons pu créer des points focaux sur la sécurité sanitaire et intégrer l'ensemble des parties prenantes, tous ces acteurs, ces ministères, ces agences impliquées. Souvent, eh bien, que ce n'est pas facile de mobiliser l'ensemble des personnes
Et cette fois-ci, eh bien, je pense qu'au contraire, nous avons donc, réussi afin de regarder quelles sont les règles respectives dans le cadre de l'approche Une santé unique. Regarder quelles sont les règles, quelles sont les activités nécessaires. Et pour la première fois, il y a quelques années, eh bien, nous avons réussi à avoir des budgets également intégrés pour la première fois avec d'autres partenaires qui faisaient partie de ce nexus, de cette infrastructure. Donc à l'avenir, il y aura cette possibilité justement de travailler sur le déblocage de ces fonds, où il y a toujours, bien évidemment, ici des questions de responsabilisation et s'assurer de voir comment est-ce que ces sommes sont dépensées. Et sur ce point, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais aujourd'hui, c'est l'opportunité d'avoir ce dialogue entre les différents acteurs dans cette salle et voir comment la société civile doit comprendre, comment approcher ces questions de la responsabilisation, comment travailler avec le gouvernement, comment ici qui a créé ce partenariat et voir comment est-ce que l'on peut faire partie de cette conversation, avoir un siège autour de la table et s'asseoir et s'assurer que nous sommes tous, responsables. Il s'agit de faire la différence pour la population et de voir quels sont finalement les résultats escomptés. Et le GHAI a réellement, au fil des années, cherché à promouvoir cette expérience par rapport aux nuances de cet engagement d'implication des différentes parties prenantes pour produire les résultats escomptés. Et j'espère qu'à la fin de cet échange, eh bien, nous partirons tous d'ici avec une meilleure compréhension des éléments qu'il va falloir faire pour, s'assurer encore une fois que l'on peut, encore une fois répondre à ces questions de responsabilisation financière. Je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel et bien maintenant je vais tout simplement vous passer la parole, chers participants. Levez la main si vous avez des questions. Je vois une main levée, donc on va devoir vous passer un micro si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, nous nous connaissons bien Emmanuel, je suis Patrick Moucault. Je, travaille avec le réseau d'épidémiologie en Afrique. Nous cherchons à développer ici les capacités des épidémiologistes. Et ma question est la suivante. Hier, nous avons participé à une discussion sur les priorités et l'allocation des ressources. Et une question a été abordée, notamment s'agissant des éléments de preuve pour établir donc des priorités en fonction des besoins en Afrique. Et comment est-ce que le parti plaidoyer est intégré dans le cadre de ce travail, de cette génération de données pour avoir cette influence. Donc, comment est-ce qu'on crée ce lien, ces efforts des citoyens africains dans ces concepts, dans ce cadre, et avoir donc une influence sur les ressources et l'allocation des ressources. Je vous remercie. Peut-être qu'un des représentants du gouvernement, que monsieur le ministre, est-ce que vous souhaitez peut-être répondre? Je vous remercie. Lorsque vous êtes dans une situation où les gouvernements parfois, eh bien, se plaignent de manque de ressources dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes ou de cofinancement de ces programmes, il ne faut pas être surpris. Bien évidemment, s'il n'y a pas de financement en matière de recherche pour obtenir les données nécessaires pour le travail de plaidoyer. Donc, c'est une bonne nouvelle lorsqu'il y a
des données ici, lorsque par exemple vous avez ces données qui vous viennent de la Centre de contrôle des données des maladies en Afrique, parce que c'est ainsi qu'on peut utiliser ces données pour expliquer les choses, pour obtenir, pour mettre pression. Et ce travail de plaidoyer est essentiel, bien sûr, mais ce n'est jamais ici facile. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'il faut comprendre que les données sont absolument clés, bien sûr, pour finalement avoir un impact. Et je suis donc d'accord avec ce qui a été dit ici. Il doit y avoir une relation entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances, c'est très clair. Il faut qu'il y ait d'ailleurs une excellente relation entre les deux ministères. Et dans les pays où le ministre des Finances est convaincu ici des bienfaits de la santé, eh bien en général, eh bien ici, c'est beaucoup plus facile. Là où ça devient plus difficile, c'est lorsque le ministre des Finances n'est pas ici, qui est l'ambassadeur de la santé, ne cherche pas à prioriser la santé autant que d'autres secteurs. Et c'est encore pire lorsque les deux, eh bien, ministres ne s'entendent pas. Vous savez, la politique, c'est comme ça. Ici, ça se base sur les relations et malheureusement, ça peut avoir donc des impacts très concrets. Par exemple, partout où je suis allée, eh bien, j'ai travaillé aussi avec, ici, au niveau de l'équivalent des prestations sociales ou des financements, de la sécurité sociale. Et soyons très clairs, vos meilleurs amis doivent être les membres de parlement, le ministère de la Finance. Et je pense que réellement, que plus vous passez de temps eh bien, à communiquer, plus ils pourront apprécier vos concepts. Et même parfois des visites sur le terrain concrètes. Il y a quelques semaines, il y a eu un sommet, par exemple, organisé au Ghana. Et c'est important. Essayez de voir comment mieux les impliquer. Et c'est important à ce moment-là d'inviter les membres aussi des ministères des Finances, parce qu'on a besoin donc de ces ressources pour faire avancer ces résultats. Je vous remercie, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à tous, je suis Alan. Merci aux panélistes. Je travaille au Kenya et travaille également avec Cécilia, mais en fait, ma question est la suivante. Nous parlons ici de la mobilisation des ressources nationales. Et on ne parle pas assez, à mon avis, aussi des fuites et de la corruption. J'ai lu différents rapports où les pays ici, eh bien, renvoient des fonds parce qu'ils ne peuvent pas les dépenser. Je l'ai vu aussi dans mon pays, au Kenya. Donc, est-ce qu'il y a des façons pour la société civile de pouvoir agir et être proactif pour éviter ces fuites de fonds et éviter ces retours de fonds afin de pouvoir utiliser à bon escient ces fonds de bailleurs de fonds internationaux, mais aussi eh bien, des contribuables? Je vous remercie. Merci, c'est une question extrêmement intéressante. C'est une conversation, une question difficile. Je ne sais pas, docteur Salma, si vous souhaitez répondre. Merci. Évidemment, le pire ici, tiens, justement, la pire situation, c'est justement être dans une situation où on ne peut pas dépenser les ressources et vous devez donc ici retourner ces ressources. Et cela arrive d'ailleurs. Et pas seulement au Kenya, ça se passe aussi au Nigeria, ou lorsque ces fonds ne sont pas absorbés, ou alors à cause de capacités justement d'absorption de ces fonds
Mais ici, il faut parler de ces différentes capacités, mais aussi de revenir sur les différents processus qui sont impliqués. Et ces processus, en fait, sont là, hein. Mais lorsque l'on parle de ces fonds, eh bien, renforcer les besoins, renforcer la façon dont on effectue ces processus d'achat. Et si ce n'est pas possible à cause de la corruption, eh bien, ces fonds, dans ce cas, ne sont pas utilisés. De ce côté-là, comme je l'ai d'ailleurs mentionné, la question de la bonne gouvernance dans le secteur de la santé est absolument essentielle. C'est ici un des goulots d'étranglement majeurs, surtout au niveau local ou régional où les processus de responsabilisation sont beaucoup plus faibles. Nous avons donc cherché à renforcer les systèmes de gouvernance et impliquer la société civile dans ce processus. Je voudrais également encourager la société civile à être plus proactive. Il faut pouvoir réellement se présenter comme des organisations qui intègrent et faire ce suivi de la responsabilisation et montrer ici que ces fonds sont donc bien utilisés comme il se doit. Au Nigeria, nous avons en fait une loi de droit à la parole en public, de lanceur d'alerte. Et donc c'est important finalement de pouvoir s'exprimer. Vous faites partie en tant que société civile de ce processus d'alarme. Et c'est pour cela, justement, qu'il faut qu'il y ait cette présence, parler de ce rôle critique de la société civile pour sonner l'alarme, être constructif pour ajouter de la valeur et faire le suivi de ces progrès pour que l'on puisse utiliser ces ressources. Pour moi, je le dis toujours, eh bien, c'est extrêmement triste de voir que ces fonds ne sont pas dépensés, alors que des femmes, des enfants continuent à mourir. Et cela fait extrêmement mal au cœur parce que, au contraire, eh bien, lorsque l'on voit, par exemple, ces fonds qui sont retournés en matière et ces femmes et ces enfants qui décèdent des suites de la malnutrition, c'est extrêmement triste. En fait, je voudrais aussi poser cette question à Benjamin parce que la responsabilisation, c'est important, mais pas seulement pour les ressources nationales, mais aussi pour les ressources multilatérales. Donc peut-être que dans cette perspective, Gavi, vous avez aussi une opinion? Merci, c'est une excellente question finalement. Je pense ici qu'il y a d'ailleurs plusieurs aspects à aborder. Est-ce que ces fonds sont bien utilisés? Ça, c'est une question qui est difficile. Vous savez, toute ma carrière, j'ai travaillé là-dessus et je n'ai pas de secret à partager, je n'ai pas d'arme secrète, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Il s'agit vraiment d'être persistant, d'être proactif et c'est difficile. Décentraliser ces sommes est une façon de pouvoir renforcer la responsabilité. Si vous engagez la communauté et que les personnes puissent voir ce qui se passe concrètement, et donc ça vous permet d'avoir un meilleur mécanisme. Et d'un autre côté, par rapport à l'utilisation de ces fonds, eh bien, quel est l'impact de leur utilisation? Et c'est là où la société civile joue un rôle clé, afin que les gouvernements soient responsabilisés pour les résultats. Et ça, c'est une fonction importante. Nombreux sont les ministères avec lesquels j'ai travaillé qui obtiennent de bons résultats, de moins bons résultats, mais ça ne les affecte pas nécessairement. Il ne s'agit pas ici, il n'y a pas d'impact pour leur propre carrière au sein des ministères. Et c'est là où justement la société civile doit continuer à mettre la pression sur les gouvernements pour obtenir de bons résultats. C'est également très utile au niveau local, où nous savons notamment soyons très clairs, par exemple pour les agents de santé communautaire, ils veulent faire un bon travail, c'est très clair parce qu'ils sont au sein de la communauté, directement en contact avec les personnes. Donc il faut bien évidemment insister, sur une bonne utilisation des fonds, mais ici, il faut respecter également que nos engagements, c'est important
Nos amis ici du Ghana ont rencontré énormément de succès, notamment en matière de santé primaire. Et là, encore une fois, eh bien, surtout sur cette question des fonds, au Nigeria, eh bien, il s'agit des résultats et des fonds. Donc, il faut analyser les questions et les voir séparément. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Je vois des mains levées encore dans la salle. Merci beaucoup. Je suis Labrane. Je viens du Ghana. Alors, en fait, membre de la société civile, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a un lien extrêmement fort qui doit être mis en place entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Et je me souviens ici, lorsque nous travaillions sur les différents éléments, eh bien, parfois, c'est assez difficile d'avoir l'implication des ministères de la Santé, de les impliquer dans les processus. Pourquoi? Parce que, s'agissant des résultats, il faut également impliquer toutes les parties prenantes, répondre aux besoins et répondre à ces besoins nécessaires. De même, je suis ravie d'avoir entendu que les ministères des Finances ont également agi de manière remarquable afin de voir, par rapport à ces financements, ce que l'on pouvait obtenir pour financer la santé. Et de même, enfin, je voudrais également dire que la société civile doit réorienter la façon dont nous travaillons ensemble et comment est-ce que nous pouvons justement participer à des réunions comme celle-ci aujourd'hui avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Cet échange me paraît essentiel. Il s'agit aussi d'organiser des réunions qui peuvent être des réunions virtuelles, mais qui nous permettent de débattre, de discuter des points techniques et de pouvoir réellement avancer. Et il faut donc percevoir cela et comprendre comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble et avoir, la mise en œuvre de ces initiatives. Je vous remercie. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup, parlé, il y a beaucoup de discussions sur les maladies transmissibles. Je pense qu'ici votre question concerne également, par exemple, ici, il y a des taxes sur les produits de boissons sucrées, ou les produits, issus du tabac. Et justement, mon exemple du Bangladesh, eh bien, ça nous a pris 2 ans ici pour, avoir cette taxe et augmentation donc de ces taxes sur les produits du tabac. Et je vais peut-être passer la parole au ministre sur justement eh bien, potentiellement, ces taxes sur les produits, sur le tabac et faire ce lien avec peut-être la promotion de la santé, d'initiatives en matière de santé, de prévention. Alors ici, c'est très important évidemment. Il s'agit de voir les et de comprendre les besoins. Je pense que tout ce que je peux dire, en tout cas sur la question à l'heure actuelle, c'est que nous essayons de mobiliser un maximum de fonds, avoir évidemment des sources qui soient des sources pérennes, bien sûr. Et nous avions aussi mis en place ici une taxe pour la Covid-19 pour gérer certains des défis qui sont arrivés avec la Covid. Et je pense que nous sommes tous conscients que ces défis concernent bien évidemment des défis économiques avec cette ramification.
avec ceux qui ont beaucoup souffert ici, au niveau économique également, que de la Covid. Et donc il s'agissait bien évidemment de pouvoir travailler sur la domaine de la santé. Maintenant que, l'OMS a déclaré ici que la pandémie était désormais terminée. Nous avons ici des groupes de la société civile qui, cherchent à faire la différence et qui, par exemple, expliquent qu'il faudrait que ces fonds continuent à être alloués, notamment à d'autres secteurs de la santé. Donc, que l'on continue avec cette taxe de la Covid-19 et qu'elle soit allouée à d'autres thèmes. Alors personnellement, je pense que je ne serais pas, surpris si, à l'avenir, eh bien, en effet, ces fonds puissent être utilisés pour répondre à ces questions que vous avez mentionnées. Donc ce ne sont que certains de ces processus que je mentionne ici et comme madame Cécilia l'a dit, il s'agit ici de continuer à faire du bruit. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre et occuper cette place et je vous encouragerai à le faire, bien sûr, avec tout ce travail ici de plaidoyer et de pouvoir obtenir donc un maximum de ressources de cette façon. Merci beaucoup. Wen, puisque finalement au Vietnam, vous avez des exemples, notamment sur l'utilisation de ces taxes pour promouvoir des initiatives de prévention. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce que vous en pensez? Merci, c'est une excellente question en effet. En fait, par rapport, au Vietnam et à ces fonds, avant 2012, le budget ici était extrêmement limité. Cela ne servait à rien, vraiment. C'était un tout petit budget, hein, de prévention en matière de lutte contre le tabagisme. Mais 10 ans plus tard, au jour d'aujourd'hui, le budget pour ce fonds est de 10 millions. Parce que justement, lorsqu'on a fait ce travail de développement ici, nous avons en fait développé eh bien, un article différent et c'est ainsi que nous avons pu faire la différence. Et maintenant, c'est un fonds de prévention qui est géré par le ministère de la Santé, qui provient d'une taxe sur les compagnies, sur les entreprises de tabac et c'est ainsi que, nous avons pu travailler. C'est ce lien en fait, hein, ce mariage entre le ministère, des Finances et de la Santé avec cet objectif commun. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a cette question de la durabilité et donc c'est important ici de pérenniser cela et on peut donc beaucoup apprendre par rapport à cette promotion de ce fonds et comment est-ce que l'on peut donc utiliser cela et ces ressources dans le cadre de la durabilité de ce programme. Merci beaucoup. Alors je sais qu'il y a énormément d'autres questions, mais je suis vraiment désolée, nous allons devoir conclure ce panel aujourd'hui. J'espère que nous pouvons continuer nos échanges. Je sais que nombreux ici vont peut-être pouvoir rester avec nous et continuer cet échange ici dans les couloirs, mais comme nous l'avons entendu, pour revenir sur les conclusions, alors oui, l'allocation des fonds, c'est important, mais ce n'est pas parce que les fonds sont alloués qu'ils sont débloqués, qu'ils sont dépensés et qu'ils sont attribués à ceux qui en ont le plus besoin. Donc obtenir une allocation de ressources, c'est une chose, mais surtout ici, il faut pouvoir s'assurer que ces fonds sont disponibles, à ceux qui travaillent en première ligne et le travail de la société civile, dans le cadre de cette surveillance, de cette vigilance et même dans une certaine, mesure de lanceur d'alerte, comme l'a dit le docteur Salma, c'est important justement surtout lorsqu'il y a des ressources financières qui sont en jeu. Ces sommes doivent être bien dépensées
Nous avons énormément de ressources disponibles sur notre site internet, sur notre donc n'hésitez pas. Je voudrais également remercier Amanda qui a réellement travaillé avec, nous dans le cadre de ce développement, de ces outils qui ont été développés, donc merci beaucoup. Et nous sommes également en train de personnaliser certains de ces outils afin qu'ils soient applicables avec, par exemple, des autres outils de plaidoyer, en matière de vaccination, en matière de lutte contre le tabagisme. Donc, je vous encourage réellement à consulter l'ensemble de ces outils, de ces boîtes à outils, de, ces formations des formateurs et nous avons aussi lancé récemment, eh bien, une académie des OSC sur, en partenariat avec, Resource to Save Life. Comme Benjamin l'a très bien dit, ces ressources restent limitées, donc il faut pouvoir, partager ses connaissances, ses apprentissages avec le groupe le plus large possible et nous, n'avions que 7 places disponibles pour cette académie, ici et nous avons eu 169 candidatures, que nous venons de lancer. Donc encore une fois, beaucoup d'intérêt suscité parce que c'est une question essentielle afin de s'assurer que ceux qui en ont le plus besoin ont accès à ces services. Encore une fois, je voudrais remercier nos panélistes, aujourd'hui nos représentants des gouvernements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir représenté vos gouvernements, mais aussi la société civile. Merci Benjamin et bien évidemment, merci à nos collègues du GHAI et merci à vous tous de nous avoir, suivis. Je sais ici que vous aviez, j'en suis sûre et beaucoup d'autres réunions auxquelles vous devez participer donc merci beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée.